C'est l'été de toutes les vérités pour l'immigration, alors que l'Aquarius, le bateau de l'association immigrationniste SOS Méditerranée, prouve une nouvelle fois qu'il sert ni plus ni moins de passeurs aux clandestins. Les nouveaux axes migratoires dirigés sur l'Espagne socialiste mettent à mal la prétendue spontanéité des exils. La catastrophe de Gênes réveille les craintes françaises. Alors que le gouvernement a fait passer la limitation de vitesse à 80 km/h sur les axes secondaires, les routes françaises accusent un manque criant d'entretien. L'état des voies routières en France n'a peut-être rien à envier à l'Italie. Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver après cette trêve estivale. Tout de suite dans l'actualité, il n'aura pas fallu très longtemps aux trafiquants clandestins pour s'adapter aux nouvelles contraintes géopolitiques européennes. Après l'arrivée de la main ferme de Matteo Salvini en Italie, la Providence leur a offert le socialiste Pedro Sánchez en Espagne, une aubaine qui prouve, si c'était encore nécessaire, que les vagues migratoires n'ont décidément rien de spontané. C'est un peu le principe des vases communicants. La stratégie des passeurs de clandestins est de plus en plus limpide. Depuis l'arrivée au pouvoir de Matteo Salvini en Italie, les choses se sont corsées de ce côté de la Méditerranée. En effet, le vice-président du Conseil martèle, dès qu'il le peut, que la porte est fermée pour les clandestins et le message a visiblement été entendu. Pour autant, les vagues migratoires sont bien loin de se tarir. En effet, dans le même temps, la chute précipitée de Mariano Rajoy en Espagne et l'arrivée au pouvoir du socialiste Pedro Sánchez a simplement dévié les trajectoires. Dès la première affaire de l'été autour du navire Aquarius de l'association immigrationniste SOS Méditerranée, la péninsule ibérique avait ouvert son port de Valence en grande pompe, envoyant encore un nouveau signal positif au continent africain. Depuis, le Maroc récupère l'essentiel des flux de la partie est du continent pour submerger les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. L'arrivée sur le continent européen n'est ensuite qu'une formalité dont le trajet passe désormais par Irún, la dernière ville menant à la frontière française. On remarque donc que les pays africains de l'Ouest fournissent désormais moins de candidats à l'exil, tandis que l'Est se presse d'un coup d'un seul pour venir en Europe. Ce changement de situation prouve à nouveau combien les passeurs sont organisés en fonction des contraintes géopolitiques qu'ils doivent contourner et à l'inverse, combien elles sont décorrélées des situations internes dans ces pays africains. Les points de blocage sont peu utiles tant que les autres pays pratiquent les appels d'air à l'image du socialiste espagnol. Les médias subventionnés marchant main dans la main avec les associations immigrationnistes se chargent quant à eux de la propagande. L'Aquarius communique ainsi sur des chiffres dérisoires de quelques dizaines de clandestins à secourir de ci de là pour peindre une image indolore de ces flux de clandestins qu'ils récupèrent dans les eaux libyennes. Et pendant que Malte accueille les derniers 141 migrants arrivés du navire Aquarius, nul ne sait combien de clandestins arrivent encore en Grèce en silence. 2 jours après l'effondrement du viaduc de Gênes en Italie, les questions quant à la viabilité de l'installation sont de plus en plus pressantes. Près de 40 victimes sont à déplorer, dont 4 Français, poussant ainsi le parquet de Paris à ouvrir une enquête pour blessures involontaires et homicide involontaire. Pour autant, la catastrophe pousse à l'introspection jusqu'en France, où les routes apparaissent de plus en plus dangereuses, faute d'entretien. 840 ponts prêts à s'effondrer, près de 20% du réseau routier dégradé. Ce constat accablant n'est pas celui de l'Italie, mais de la France. Alors que les accusations volent sur tous les acteurs de la botte méditerranéenne après la catastrophe génoise, Paris se garde bien de s'appesantir sur l'état de délabrement de ses propres voiries. En juillet dernier, pourtant, un rapport accablant avait été publié sans faire les choux gras de la presse. Les chiffres présentés étaient très inquiétants. Le 15 mai dernier, un pont autoroutier près de Gennevilliers s'était d'ailleurs affaissé au point de contraindre les autorités à fermer l'axe par mesure de précaution. Le ministre des Transports, Elisabeth Borne, avait profité de l'occasion pour sortir la tête de la crise à la SNCF, pour déclarer que ces dégâts étaient emblématiques d'une situation dont le réseau routier souffrait au quotidien, faute d'entretien depuis des décennies. Un phénomène qui, en France comme en Italie, est donc bien loin d'être nouveau. En 2015, l'association 40 millions d'automobilistes avait lancé une application sur les smartphones intitulée « J'ai mal à ma route ». Le but, signaler toutes les zones dangereuses dues aux dégradations des chaussées. Car au-delà des accidents catastrophiques tels que l'effondrement du pont à Gênes,
le mauvais état des voies a des causes directes sur le caractère accidentogène des routes. Pierre Chasseret, le président de 40 millions d'automobilistes, affirmait d'ailleurs que près de la moitié des accidents, 47%, mettaient en cause la qualité ou l'entretien des infrastructures routières. Dans le rapport de juillet, l'incapacité de l'État à investir pour l'entretien est largement pointée du doigt. Le cabinet d'audit déclarait qu'il faudrait près d'1 million d'euros chaque année jusqu'en 2037 pour espérer ne pas voir tomber en ruine nos infrastructures. Mais pour le moment, les budgets des entreprises chargées de l'entretien des routes baissent chaque année. Une attitude des gouvernements français successifs particulièrement difficile à comprendre quand on nous rebat les oreilles avec la prévention routière. En effet, le récent passage à la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires pour réduire les blessés et les morts sur la route peine à être pris au sérieux par les Français qui n'ont vu qu'une nouvelle manière d'être rackettés par les radars. D'ailleurs, l'été s'est révélé particulièrement fécond pour trouver des manières de témoigner son mécontentement. Dans ce cadre, plus de 400 radars ont été rhabillés pour la saison de manière plus ou moins radicale. Malgré tout, les radars ont flashé 2 fois plus depuis le passage à la limitation à 80 km/h. Nul doute que l'État va donc pouvoir allouer un budget à l'entretien des routes françaises. La livre turque n'en finit plus de baisser. Depuis plusieurs semaines, la monnaie ottomane subit une dévaluation sans précédent. En cause, la situation géopolitique délicate avec des relations difficiles entre Erdogan et Trump. 40%, c'est la baisse de valeur qu'a subie la livre turque depuis le début de l'année. Une dégringolade qui réjouit les touristes, mais qui devient de plus en plus inquiétante pour le peuple ottoman, qui voit partir en fumée son pouvoir d'achat. Après les annonces tonitruantes de Donald Trump du doublement des tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier, Recep Tayyip Erdogan avait promis de riposter. C'est désormais chose faite. Cigarettes, voitures de tourisme et alcool. Mercredi, le président turc a énuméré les produits américains qui seraient frappés d'une augmentation de taxes. Par la suite, les cosmétiques, le riz ainsi que le charbon devraient rejoindre la liste. Des représailles qui auront du mal à s'imposer face à la force de frappe américaine, à plus forte raison que la crise a déjà bel et bien gagné la Turquie dans un contexte où euros et dollars ont connu un renchérissement. Erdogan, pour tenter de sauver la face, s'est affiché avec l'émir du Qatar qui lui a promis quelques 15 milliards de dollars d'investissement. Une manière de faire face à la crise, au moins médiatiquement pour le président turc. En réalité, les difficultés financières du pays ne sont qu'un nouvel échelon dans la montée des tensions avec les États-Unis. En cause, la détention depuis désormais plus de 18 mois du pasteur américain Andrew Brunson, accusé d'espionnage et d'activités terroristes par Ankara. S'il est désormais placé en résidence surveillée, la demande de remise en liberté de la Maison-Blanche a été à nouveau rejetée mercredi par le tribunal turc. Et si la Turquie ne veut rien lâcher, c'est notamment parce que les États-Unis hébergent toujours Fethullah Gülen, le principal opposant d'Erdogan, à l'origine du coup d'État raté en 2016. Au vu de ses proximités avec les dirigeants américains, aucune extradition vers la Turquie n'est à prévoir. Les relations entre Washington et Ankara ne devraient donc pas se réchauffer tout de suite. Et face à cette situation, les alliances diplomatiques de la Turquie pourraient bien poursuivre leur métamorphose. Les tensions entre Erdogan et Trump dégradent dans le même temps les relations entre Ankara et Jérusalem, après un long moment de coopération militaire. La Turquie se voit donc dans l'obligation de s'accorder avec la Russie de Vladimir Poutine, qui voit dans cette entente une garantie de stabilité à ses différentes frontières. Pour autant, la versatilité d'Erdogan pousse les dirigeants, même alliés, à se méfier de lui. D'autant plus que la situation délicate du pays pourrait finalement pousser Erdogan à céder face aux méthodes américaines. Et à présent, c'est le moment de l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Le terroriste de Londres identifié 2 jours après l'arrestation de l'individu qui a foncé sur des piétons près du Parlement londonien. La police britannique a dévoilé l'identité du suspect. Il s'agirait de Salih Khaler, un ressortissant de 29 ans d'origine soudanaise, résidant à Birmingham. La police tente d'établir si un lien existe entre Salih Khaler et Khalil Massoud, auteur d'un attentat similaire en mars 2017 à proximité du Parlement de Londres, qui avait fait 5 morts et des dizaines de blessés.
Un été meurtrier en France, quelques semaines après le meurtre d'Adrien poignardé par Younes et Yanis El Habib à Mélan en Isère. Au moins 2 nouvelles victimes sont à déplorer. Le 8 août dernier, un quadragénaire est mort à l'hôpital 3 semaines après avoir été grièvement blessé par une bande à Issoire dans le Puy-de-Dôme. Toujours la semaine dernière, un homme a été égorgé dans un bus dans le 18e arrondissement de Paris. Selon les témoignages, la victime aurait exprimé son mécontentement lorsque l'individu est monté à bord du bus avec son vélo. La presse américaine s'organise en meute contre Donald Trump. Ce jeudi, plus de 200 journaux ont publié des éditoriaux pour dénoncer la prétendue guerre menée par le président des États-Unis contre la presse libre. Cette initiative du Boston Globe intervient quelques jours après des déclarations de Donald Trump qualifiant les médias d'ennemis du peuple. Cependant, certains grands médias comme le Wall Street Journal ont refusé de participer à cette campagne, expliquant qu'il s'agissait d'une stratégie politique et pas journalistique, alors que les élections de mi-mandat se dérouleront le 6 novembre prochain. Une transgenre bientôt à la tête du Vermont. Le 14 août, Christine Ahlqvist a remporté la primaire démocrate pour les élections au poste de gouverneur du Vermont. En cas de victoire en novembre prochain, elle deviendrait la première femme transgenre élue à la tête d'un État américain. Christine Ahlqvist devra néanmoins faire face au gouverneur républicain sortant, Phil Scott. En novembre 2017, Danica Roem était déjà devenue la première personne ouvertement transgenre à intégrer le Parlement de l'État de Virginie. Même en prison, Lula brigue un nouveau mandat présidentiel. Mercredi, le Parti des travailleurs a annoncé avoir officiellement déposé la candidature de son chef historique auprès du tribunal supérieur électoral brésilien. Mais la candidature de l'ancien président ne pourrait être que symbolique puisque selon la loi brésilienne, une personne condamnée en appel ne peut pas se présenter à une élection. Malgré cela, avec ses 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent, Lula reste l'immense favori des sondages. Les chrétiens d'Orient en pèlerinage à Lourdes. Après avoir fui la guerre en Irak ou en Syrie, ils se sont rassemblés dans la ville miraculeuse où une messe a été célébrée mardi spécialement pour eux. Le pèlerinage à Lourdes, c'était pour la plupart des gens, c'était un rêve. De venir, de pouvoir vivre leur foi en toute liberté. On ne se dit pas que nous sommes étrangers, que chacun vient d'un pays. Non, on sent qu'on forme une seule famille dans la foi et dans la religion catholique. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Ce soir, TV Liberté vous propose de découvrir les meilleurs moments de l'émission Le Plus d'éléments. Coup de gueule, chronique littéraire et concepts méconnus des grands médias. L'équipe du magazine vous donne de quoi résister à la bien-pensance. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir. Les rediffusions estivales à la télévision nous renseignent très utilement sur la façon dont notre pays a évolué depuis 30 ou 40 ans. C'est au point qu'on peut très bien imaginer lors des étés prochains qu'une personnalité plus bénie oui-oui que les autres nous fasse le coup du pas assez de diversité dans des films des années 60, parce que l'une des tendances à venir sera certainement de vouloir ainsi réformer le passé sans arrêt, comme l'a fait plusieurs fois déjà Emmanuel Macron en réécrivant l'histoire, notamment celle de la colonisation, et comme ce fut le cas déjà plusieurs fois en littérature, où des propos sont devenus inadmissibles, paraît-il, au point de justifier un caviardage en douce, y compris dans les éditions de luxe du genre Pléiade. Mais ce n'est pas mon sujet, je voulais juste prendre 2 exemples de rediffusion qui se côtoient chaque année, sans que nous soyons toujours conscients de ce que cette comparaison nous raconte sur notre société, sur son évolution. Le Gendarme de Saint-Tropez et sa série, et Les Bronzés et la sienne. On peut dire que ces 2 fleurons de l'humour populaire français sont au sommet du classement des rediffusions de l'été chaque année, et pourtant c'est pas au même titre.
Parce que le gendarme de Saint-Tropez nous raconte 1000 choses impensables aujourd'hui, la place de la religion chrétienne comme élément clé du comique bon enfant, par exemple. Tout le monde se souvient de la bonne sœur en cornette qui conduit sa 2 chevaux à toute allure, mais pas seulement. Il y a dans cette série des gendarmes, comme dans la plupart des films de l'époque, la 7e compagnie, les films de Claude Zidi, etc., une sorte d'esprit de famille. Tous les protagonistes jouent la pièce les uns avec les autres. Personne n'est jamais chassé de la scène. Personne ne sert de repoussoir à tous les autres au point de ne pas participer au banquet final, alors que dans Les Bronzés, où le Père Noël est une ordure, autre rediffusion obligatoire, eh bien c'est le contraire. Il y a des irrécupérables. Il y a d'un côté une humanité recommandable, celle qui sait où on doit aller, celle qui fait HEC, etc. Puis une autre humanité qui est celle des sans-dents, et qui n'a en gros qu'à la fermer, à gober les commissions d'enquête bidons présidées par un évêque cochon en jupon, qui leur dit circuler, il n'y a plus rien à voir. Cette fameuse expression des sans-dents que l'on retrouve 30 ans plus tard dans la bouche du président de la République témoigne de l'évolution implacable de la pensée socialiste à l'égard du peuple. Désormais, les gens branchés ont besoin de désigner l'ennemi qui pense mal, qui vote mal, qui n'aime pas l'art ou les films qui conviennent. Du temps de Galabru, c'est simple, le peuple c'était tout le monde. Dans l'ère des Bronzés, le peuple c'est les autres. C'est dégoûtant, c'est toujours un peu ridicule, c'est un boulet, quoi, expression des années 90-2000, qui témoigne qu'une partie de la nation est alourdie par l'autre, comme dans les films de Bertrand Blier, de sinistre mémoire. C'est l'apparition de l'humour Canal+, de Groland, du Petit et du Grand Journal. Ce sont ces années où les abonnés à Canal+, se sont félicités entre eux de faire partie de l'élite, qui repère la ringardise partout. Et finalement, ce sont les descendants des Bronzés, là, qui ont rendu le pays invivable à force d'exclusions successives. On va me dire, mais pas du tout, il y a unanimité au contraire à trouver ça drôle. En fait, non, le coup de génie marketing de l'équipe du Splendide, puis plus tard des gens comme Étienne Chatiliez, dans son film La vie est un long fleuve tranquille, c'est d'avoir fait descendre la barre de l'exclusion assez bas, juste au-dessus des chiens, ce qui veut dire que tout le monde ou presque peut mépriser la France d'en bas. Elle fait plus partie du jeu, celle-là. Alors que dans le gendarme de Saint-Tropez, justement, personne n'est jamais l'objet du moindre mépris. Et c'est là que les rediffusions de l'été illustrent chaque année mon propos. L'esprit de famille, chez nous, a fait un fameux bond en arrière durant toutes ces années. Si vous en êtes convaincu, abonnez-vous à Campagnol TVL sur YouTube. Merci.